Bien, bonjour à tous. Merci de participer à ce dernier webinaire de l'année sur le thème de l'ISR entre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais. J'ai un petit monde qui lag. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que vous pouvez poser des questions tout au long de la session. On y répondra en fin de session. Je vais vous présenter les je suis. Donc, vous avez Annick Bruy et Julien Jonas, qui sont tous deux stratégistes ISR au sein de l'équipe de gestion. Vous avez Fanny Nosetti qui est responsable de la multigestion et de la sélection de fonds pour le groupe Crédit Mutuel. Vous avez Ivan Bouillot qui est le gérant des fonds BL Equities Europe et BL European Family Business. Et enfin, Jean-Philippe Donge, responsable de la gestion obligataire chez BLI. L'objectif aujourd'hui de ce webinaire est de retracer toute la démarche de prise en compte des aspects ESG chez BLI et plus particulièrement les avancées que nous avons effectuées cette année. Conformément à ce que nous faisons en gestion, cette stratégie nécessaire se veut de long terme et en aucun cas marketing. En effet, malgré la tendance forte que l'on constate depuis quelques trimestres, voire quelques années, et l'impulsion donnée par les clients finaux et les régulateurs, vous l'avez encore vu hier avec la proposition de référendum pour l'intégration de l'enjeu climat dans la Constitution à l'initiative de la Convention citoyenne. Cette démarche n'est pas nouvelle pour nous chez BLI, elle est implémentée progressivement. En effet, en 97, nous avons lancé un fonds Global Equities qui est devenu le BL Sustainable Horizon et SRI depuis 2008. Donc aujourd'hui, chez BLI, l'objectif n'est pas de transformer toute la gamme en fonds. En revanche, ces aspects sont désormais présents dans toutes nos gestions et l'idée est d'avoir un socle commun sur toutes les gestions et sur toutes les classes d'actifs. Donc pour appuyer ce développement et le poursuivre, comment dire, comme nous avons, il y a maintenant Annick et Julien qui sont deux stratégistes ISR pleinement intégrés à l'équipe de gestion. Julien, pour commencer, peut-être que tu peux retracer en quelques mots toute la démarche ESG, plus spécifiquement depuis la signature par BLI des UNPRI il y a maintenant 3 ans et demi, en juin 2017. Oui, effectivement, cher Antoine, après la signature des UNPRI en juin 2017, nous avons rapidement commencé avec le travail d'élaboration d'une première politique ESG pour tous nos fonds, actions et fonds mixtes. Cette politique a aussi été publiée et mise en application en avril 2018 et elle percevait l'ESG surtout comme une couche supplémentaire de la gestion des risques et avait entre autres comme but d'éviter des investissements dans des pommes pourries ESG. Euh, Cependant, elle nous a aussi permis d'adopter une approche active ownership. Ainsi, nous avons commencé à voter aux AG des entreprises et nous avons commencé à faire de l'engagement vis-à-vis des entreprises, c'est-à-dire d'entrer en dialogue avec les entreprises sur des sujets ESG. En parallèle, nous avons aussi travaillé sur le renforcement de notre politique ESG de notre fonds ISRBL Sustainable Horizon. Le fonds consiste maintenant de deux poches, une poche quantitative ESG et une autre poche thématique ciblant des investissements dans des entreprises qui sont alignés avec les objectifs développement durable des Nations Unies. Cette approche, la solidité de cette approche a aussi été reconnue par l'attribution de deux différents labels, le label LuxFleck ESG et le label ISR français. Et dès 2019, nous avons anticipé notre prochaine étape avec le projet de renforcement de notre politique pour tous nos fonds actions et fonds mixtes, donc BLI Politique ESG 2.0. L'objectif de cette politique ou de ce projet était de définir une méthodologie qui fasse du sens d'un point de vue ESG, mais sans dénaturer notre approche d'investissement business-like investing.
Ainsi, nous avons analysé une panoplie de différentes approches, des approches best in class, best effort, l'intégration d'un score minimal. Mais finalement, nous avons décidé sur une approche qui nous semblait le plus approprié, c'est d'intégrer un facteur ESG dans le cœur de notre métier, c'est-à-dire le processus de valorisation des entreprises. Mais là, je pense que Ivan vous expliquera encore plus en détail aujourd'hui. Avec cette approche, on continue nos efforts d'active ownership, c'est-à-dire nous avons même renforcé nos efforts d'engagement et on a implémenté une analyse des controverses approfondie qui nous sert aussi comme point de départ pour ces efforts d'engagement. Et évidemment, nous continuons à voter aux AG des entreprises. Mais donc des grands progrès ont été réalisés dans la gestion des actions, mais aussi l'équipe obligataire. Ils ont aussi fait des énormes progrès pendant l'année. Ils ont entre autres implémenté et développé un scoring interne pour les émissions étatiques. Ils continuent, ils continuent leur recherche d'impact à travers différentes classes d'actifs, notamment des green bonds et des titres de microfinance. Mais là aussi, Jean-Philippe vous expliquera plus en détail. Merci Julien. Si on commence par la gestion action, toi Ivan qui est gérant chez Free depuis plus de 15 ans, comment est-ce que tu as vécu ce développement de la démarche ESG? Est-ce que ça a changé radicalement ta façon d'analyser les sociétés ou de gérer tes portefeuilles? Oui, eh bien, au sein de la gestion action, l'intégration de l'ISR n'a pas été une démarche anodine. Elle a suivi son cheminement au fil des années. Elle a permis progressivement à l'équipe de trouver ses marques. On a d'abord été sensibilisé par la question ISR depuis une petite dizaine d'années, soit à travers les convictions de certains gérants, mais aussi à la suite des échanges que nous avons régulièrement avec des investisseurs scandinaves pour qui la question de l'ISR s'est posée il y a déjà un certain nombre d'années, plutôt que dans d'autres pays européens en tout cas. Et donc, au fil du temps, certains gérants, de façon tout à fait informelle, ont commencé à intégrer certains paramètres ISR dans leurs décisions d'investissement, comme ne pas investir dans certains secteurs ou considérer des indicateurs environnementaux, sociaux dans leur gestion. Et ensuite, à partir de 2017, avec la signature des UNPRI, on a vraiment formalisé notre démarche, comme l'a indiqué Julien. Et grâce à l'aide de Julien et ensuite d'Annick, donc on a intégré une méthodologie ISR dans notre processus d'investissement. Alors, par rapport à la façon dont on travaille, ben, Julien le disait aussi, on a une philosophie qui n'est pas vraiment dénaturée par l'intégration de l'ISR. Donc, on n'a pas vraiment changé notre façon d'analyser les sociétés ou de gérer les portefeuilles. La démarche a plutôt élargi notre champ d'analyse et renforcé notre action en tant qu'investisseur. Donc, on la voit plutôt comme une démarche constructive pour notre processus d'investissement. Merci Ivan. On sait que chez BLI, l'analyse fondamentale est au cœur du processus d'investissement. Peux-tu revenir sur la matière dont sur la, pardon, pas la matière, la manière dont ces aspects extra-financiers sont pris en compte et est-ce que et préciser si tu t'attaches à des points particuliers? Oui, ben on prend donc l'intégration de ces paramètres ISR intervient à différents niveaux. Tout d'abord, pour ma part, et ça m'est facilité en Europe parce que les sociétés communiquent de façon plus extensive sur ces points. J'aime me faire une idée générale de l'entreprise en regardant comment elle contribue aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Mais ensuite, au sein de l'équipe, de façon plus spécifique, on va regarder trois indicateurs essentiellement, qui sont d'ailleurs des objectifs d'impact pour certaines stratégies actions. Donc, on va tout d'abord regarder ce que fait l'entreprise pour participer à la limitation du réchauffement climatique et à la préservation des ressources naturelles. Ensuite, on va regarder s'il existe des mesures
qui facilite des conditions de travail de qualité au sein des entreprises et notamment le respect des droits de l'homme aussi tels qu'ils sont définis par les Nations Unies. Et le troisième indicateur, c'est l'existence, ou en tout cas les efforts qui sont faits par les entreprises pour disposer d'un conseil d'administration suffisamment indépendant et qui représente également les deux genres. Alors, cette analyse est complétée par la prise en compte de controverses ISR qui peuvent être soulevées par rapport aux pratiques des entreprises. Donc, par rapport à tout ça, mis à part des exclusions sectorielles formelles que l'on a mis en place en amont du processus, certaines sociétés peuvent être exclues de notre univers et donc partant des portefeuilles. Mais dans la grande majorité des cas, donc, on considère que tout n'est pas noir ou blanc. Et on préfère donc essayer de contribuer à faire évoluer les mentalités et les modes de fonctionnement des entreprises. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place une politique de vote et d'engagement auprès des entreprises lorsque ça s'avère nécessaire, par exemple pour faire bouger les curseurs sur l'une ou l'autre considération ISR, ou bien en cas de controverses importantes qu'on ait pu identifier. Sur le volet quantitatif et l'aspect de la valorisation, comme Julien l'a indiqué, en fait, cette dimension ESG est désormais matérialisée dans la valorisation. Peux-tu préciser de quelle manière est-ce que ça impacte votre modèle de valo et l'illustrer par un ou deux exemples? Oui, en effet, on ne voulait pas, avec l'intégration de l'ISR, se cantonner à du best in class ou bien à procéder à des exclusions trop rapides. Donc, on a décidé d'intégrer un facteur ISR au sein de notre modèle de valorisation. Donc, ce que nous faisons, basiquement, c'est ajuster le coût du capital que nous utilisons en fonction du profil ISR des entreprises. Donc, très concrètement, une entreprise qui a un profil ISR plus faible verra son coût du capital augmenter. Et par contre, une entreprise qui a un profil ISR plus robuste ou plus engagé verra son coût du capital diminuer. Donc, finalement, l'impact sur nos fair value dans des cas extrêmes a pu aller jusqu'à une petite quinzaine de pourcents. Donc pour des exemples, je peux citer deux entreprises que je suis en Europe. Il y aura d'abord Novozymes, par exemple, une société danoise qui a un profil ESG très robuste à bien des égards. Donc Novozymes développe des enzymes qui contribuent à réduire le recours au plastique dans les emballages ou le recours aux produits chimiques dans des produits de consommation, notamment les poudres à lessiver, des enzymes qui favorisent le développement du biofuel ou qui réduisent la consommation d'eau. Novozymes est aussi une société qui est très engagée dans la formation de ses employés. Et donc, par la décote que nous avons appliquée sur son coût du capital, Novozymes a vu mon estimation de sa valeur intrinsèque augmenter d'une petite dizaine de pourcents. De l'autre côté du spectre, on peut citer Essilor, qui pour l'instant est affectée par certaines considérations ISR. Donc elle est pénalisée par ce facteur en raison de considérations liées à la gouvernance de la société qui sont sur le devant de la scène depuis la fusion entre le français Essilor et l'italien Luxottica, avec des désaccords marqués au sein du conseil d'administration par rapport à des enjeux de pouvoir. Et donc, dans ce cas, par le rehaussement du coût du capital, par l'intégration de ce facteur spécifique, la valeur intrinsèque ou ma valeur intrinsèque d'Essilor Luxottica s'est vue diminuer d'un peu plus de 5%. Merci, Ivan. Si on passe à la gestion obligataire, Jean-Philippe, en me positionnant un peu challenger, on pense souvent que pour faire de l'investissement durable ou pour prendre en compte les dimensions ESG, on pense d'abord action. Pourtant, en gestion obligataire, au sens très large du terme, plusieurs moyens existent. Je pense notamment à la microfinance ou les green bonds. Toi, responsable de la gestion obligataire chez BLI, comment est-ce que tu abordes tout ce domaine investissement social, responsable, développement durable et consorts? Merci Charles-Antoine. Effectivement, la question de la durabilité a été intégrée dans la gestion obligataire il y a déjà 11 ans maintenant, avec l'implication de cette gestion dans la microfinance.
en 2009. Nous avons commencé effectivement à développer un portefeuille de microfinance dans le cadre d'un de nos fonds, le BL Global Bond à l'époque. C'était un investissement au Pérou. Depuis, nous avons développé effectivement ces investissements et ça a abouti à la création de 3 fonds de microfinance à maturité. Clairement, en ciblant, je dirais, cette sous-classe d'actifs, l'objectif pour nous était à la fois de répondre aux objectifs, de répondre à ce qu'on appelait à l'époque les objectifs du millénaire pour le développement, éradiquer la pauvreté, améliorer le bien-être des populations, et clairement de permettre à nos investisseurs de s'engager activement à ce niveau. Donc ça a été les débuts de notre implication en matière de durabilité. Chemin faisant, dans les années 2010, fin des années 2010-2018, nous avons commencé effectivement à regarder ce qui se passait au niveau de la dette souveraine des pays émergents et donc d'intégrer un score ESG, celui dont Julien a fait mention précédemment, et de quelque part optimiser l'allocation au niveau des différents émetteurs souverains en fonction d'un score ESG développé en interne, en plus effectivement des critères fondamentaux financiers, économiques observés de façon traditionnelle et classique. Nous intégrons aujourd'hui cette optimisation sur le volet ESG. Enfin, en troisième lieu, nous commençons à nous impliquer à un autre niveau, celui des green bonds, donc qui sont une classe d'actifs ou un instrument financier plutôt plus classique, liquide et utilisé par l'ensemble des fonds UCITS pour compléter nos investissements en matière de durabilité. Si on revient sur l'impact, est-ce que tu peux préciser un peu ce que tu entends par impact liquide et impact alternatif? Tu as parlé de la microfinance, mais donne plus de précision sur ces deux catégories d'impact. Effectivement. Donc, nous avons, pour résumer, le volet ESG où nous optimisons sur des critères classiques sociaux et de gouvernance. Et nous avons cette deuxième jambe, le volet impact, où l'objectif est clairement de générer un impact tangible, positif, par nos investissements. Et cette deuxième jambe se décline en 2 sous-catégories, l'impact liquide, les green bonds, l'impact alternatif, la microfinance. Pourquoi alternatif? Parce que pour réaliser de la microfinance au sein des populations, je dirais, les plus désœuvrées de la planète, au niveau de ce qu'on appelle la base de la pyramide économique, on doit recourir à des instruments qui sont difficilement éligibles pour des fonds UCITS, de la dette privée, des billets à ordre, donc sont par exemple un exemple effectivement d'instruments utilisés, et donc on parle d'alternatifs à ce niveau-là. En développant un portefeuille d'impact alternatif, on arrive à faire ce que l'on ne parvient pas à faire au travers d'instruments plus traditionnels, à savoir clairement, je le disais, cibler une population qui ne fait pas partie d'un système financier, qui est exclu du système, qui n'a pas la possibilité d'accéder forcément aussi à l'énergie ou à une éducation. Et donc, on va clairement tenter de répondre à ces enjeux, à ces défis d'inclusion financière, d'amélioration des niveaux d'éducation, d'amélioration des conditions d'égalité des sexes. On va cibler via l'impact alternatif des intermédiaires, donc des institutions de microfinance, qui vont prêter exclusivement aux femmes dans ces pays aussi, j'irais, loin que l'Indonésie, le Sri Lanka, la Bolivie. Et donc, on va avoir une politique active comment dirais-je, d'atteinte de l'objectif, je pense, le 4 ou le 5. Le 5, l'égalité effectivement des sexes, le 4 sur l'éducation, le 1 sur la pauvreté. Donc, c'est une série d'objectifs de développement durable, les premiers énoncés par les Nations Unies en 2015, que l'on peut cibler via l'impact alternatif. Au contraire, effectivement, de l'impact liquide, les green bonds, qui, eux, vont nous permettre de cibler plutôt des objectifs liés à, comment dirais-je, l'atténuation du changement climatique, à l'amélioration de la vie, effectivement, au niveau urbain,
en développant un portefeuille de green bonds. Par exemple, effectivement, sur une entreprise comme Volkswagen, on va tendance plutôt à aller sur l'obligation verte émise par Volkswagen pour participer au développement d'un parc automobile électrique, à l'électrification effectivement d'une ville. Et donc là, on va atteindre un autre niveau je dirais, d'objectifs de développement durable, plus structurel, plus lié aux enjeux environnementaux et climatiques au travers du liquide, plutôt qu'au travers de l'alternative, ou encore une fois, au niveau de l'alternative, on cible plutôt les communautés pauvres de la planète, ces personnes qui vivent avec quelques dollars par jour dans ce monde. Merci Jean-Philippe. Si je reviens sur ton optimisation ESG avec des obligations plus classiques, j'imagine que ça nécessite une autre approche. L'un des problèmes qu'en tant qu'investisseur, on peut rencontrer, c'est l'accès à la donnée. En effet, on constate que les délais sont importants entre les dates de calcul et les dates de diffusion effective, et que ça peut considérablement compliquer l'analyse d'une émission. Comment est-ce que tu gères cette problématique au sein de tes fonds? Oui, alors effectivement, on se rend compte via le critère de l'optimisation ESG qu'on a tous accès à la donnée, aux données. Nos sources d'informations émanent des Nations Unies, le PNUD, le Programme alimentaire mondial, la FAO ou encore effectivement la Banque mondiale. Et donc ces données sont disponibles, accessibles par un large public. Et nous avons tous la possibilité d'agréger ces données pour les différents États, hein, de la Jamaïque au Mexique, en passant par l'Indonésie. Ce qui va faire la différence à notre niveau, c'est la nuance que nous allons apporter en termes de momentum. Ces données sont disponibles, mais parfois datent de plusieurs semestres et donc ne sont plus trop d'actualité. Et pour permettre une allocation, je dirais, plus affinée et plus pertinente par rapport au développement récent, nous allons développer dans le score ESG un sous-score qui est, lui, d'ordre plutôt qualitatif. Le premier score étant d'ordre quantitatif, agrégation de données, effectivement, compilation par pays d'un score ESG quantitatif. Le score qualitatif va utiliser un outil, je dirais, de machine learning en termes de programme et analyser, capturer les textes, les informations émanant de sources telles que Bloomberg, telles que le Financial Times ou autres sites effectivement d'information financière, et capturer les développements récents en matière sociaux, de gouvernance et environnementaux concernant ces différents États. Et l'on va, comment dirais-je, plugger ce score qualitatif de momentum sur le score quantitatif pour aboutir à un score ESG global qui nous permet ensuite de construire un portefeuille optimisé non seulement sur des conditions je dirais, classiques de risque souverain, mais aussi sur des facteurs effectivement ESG en intégrant le momentum. Merci Jean-Philippe. Si on passe à la... Malheureusement de la qualité. Allô? Allô? Oui. Oui, vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend. Oui, oui. Oui, et donc, ce qui nous amène à devoir parfois arbitrer entre un score ESG qui va être favorable à un émetteur et un score, je dirais, plus traditionnel, fondamental, hein, parfois résumé dans un rating, S&P ou autre. Et donc, à arbitrer sur ces deux aspects pour positionner nos portefeuilles sur un émetteur. Merci Jean-Philippe. Si on passe à la multigestion, donc on est avec Fanny Nosetti. Donc rappelons-le que Fanny, tu es responsable de la sélection pour le groupe Crédit Mutuel et de la multigestion. Ça fait plus de 20 ans que tu fais ce métier. Ça te donne l'observatoire sur le marché. On sait que comme pour beaucoup de sujets tendances, il y a le marketing associé. Comment est-ce que toi, tu as perçu cette arrivée de la démarche ESG au sein des fonds, des différentes boutiques de gestion? Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est en pleine accélération ces 2-3 dernières années. Sans exagérer, à peu près 2 tiers des présentations à l'heure actuelle proposées par les sociétés de gestion traitent de l'ISR. De l'approche ESG pour comprendre et intégrer les risques extra-financiers aux thématiques qui cherchent à générer de l'impact. L'univers ces derniers temps s'est élargi
et densifiée. Bien sûr, à l'intérieur de tout ça, on trouve des approches plus ou moins convaincantes, mais dans l'ensemble, on sent bien que toutes les sociétés de gestion veulent éviter au maximum le greenwashing et essayent de mettre en place des pratiques solides. Ceci étant dit, ça ne nous met pas à l'abri de temps en temps d'un marketing un peu appuyé qui essaye de faire penser que notre industrie, enfin la finance verte, va pouvoir changer le monde. Or, si effectivement, il ne faut pas sous-estimer le rôle que notre industrie peut jouer dans tous les défis auxquels on a à faire face, il faut quand même pouvoir mettre en avant que les écueils restent nombreux, que le diable se cache dans les détails et que de temps en temps, même en ayant de bonnes intentions, on ne met pas le curseur forcément pile poil au bon endroit. Et donc face à ça, notre équipe qui a en fait vu arriver massivement plein de fonds sur plein de thématiques différentes qui abordent l'ESG, l'investissement durable et responsable, etc. On a vu arriver tout ça, mais les historiques sont encore très courts, donc c'est un peu difficile de se faire une idée sur quelle performance attendre, quel type de volatilité, quel type de maximum drawdown. On a établi il y a à peu près 2 ans un questionnaire. Et ce questionnaire nous permet en fait d'interroger 2 points qui nous paraissent très intéressants. C'est le point au niveau de la société de gestion, d'essayer de comprendre un peu toutes les étapes qui ont déjà été franchies ou qui devraient être franchies en matière d'investissement durable et responsable. Et le point 2, c'est ce qui est lié au fond qu'on est en train d'analyser pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est fait en matière d'ESG. Est-ce que c'est l'intégralité de la philosophie qui est vraiment réfléchie en termes d'investissement durable et responsable? Est-ce que c'est uniquement au niveau des risques? Est-ce que c'est vraiment au niveau de la construction du portefeuille? Que vaut la thématique? Voilà, ça nous permet d'aborder tous ces points, d'essayer de les résumer et ensuite de pouvoir comparer. Parce qu'avec la quantité de fonds qui nous arrivent, on a vraiment besoin de pouvoir comparer. Au niveau de la multigestion, justement, vous avez lancé il y a quelques temps le BLFS Smart Fund, qui est un fonds de fonds ISR. Est-ce que tu peux nous revenir sur la genèse du produit? Oui, tout à fait. Même chose, c'était il y a plus ou moins 2 ans, quand notre équipe a vraiment vu que l'univers des fonds ESG devenait beaucoup plus dense, beaucoup plus diversifié, et on s'est dit que ce serait possible et intéressant d'envisager de construire un fonds de fonds pour pouvoir utiliser toutes les compétences qui étaient en train de naître en fait. Donc le temps que le chemin fasse, enfin l'idée fasse son chemin, on a lancé ce fonds de fonds qui est vraiment tout neuf en octobre. Et l'idée, c'est d'en faire un fonds limite plain vanilla en fait, hein, un fonds équilibré avec voilà, un profil patrimonial, une flexibilité action entre 25 et 75%. Mais à l'intérieur de ça, mettre ce qui nous paraît vraiment particulièrement intéressant en matière de fonds ESG, à la fois sur la partie sustainable, donc des approches, on va dire, très top-down, sans thématique particulière, mais qui regardent vraiment les titres d'un point de vue ESG de manière très approfondie et solide, et puis d'intégrer les thèmes qui nous paraissent aussi intéressants. Donc voilà. Dans ton univers de fonds investissables et investis, est-ce que tu distingues des thématiques qui sont plus représentées ou plus facilement accessibles? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des points comment dire, qui sont sous-représentés en fait dans ces gestions? Oui, suite aux accords de Paris en 2015 et aux engagements pris en matière de lutte contre le réchauffement climatique, on a vu naître énormément de fonds low carbone, climate change, transition écologique, transition énergétique. Et je dois dire que le développement de cette offre thématique est d'autant plus légitime, en dehors du fait qu'on a tous, plus ou moins en tout cas, pris conscience du fait de cette urgence climatique. Cette thématique est d'autant plus légitime que l'empreinte carbone, même si ce n'est pas une partie de plaisir, est mesurable. Et donc beaucoup d'entreprises la publient, ce qui permet aux fonds qui ont choisi de jouer cette thématique de publier cette donnée et de montrer l'impact qu'ils ont sur cette problématique climatique, d'où les fonds moins de 2 degrés ou les fonds transition énergétique. Quelque chose qui est peut-être un petit peu plus compliqué, c'est le S dans ESG, donc le social, où la thématique, pour le moment, et pourquoi pas, est souvent plus subjective. On va trouver des fonds tels que Happy at Work, Healthy Living, Gender Equality, mais aussi, elle est moins évidente en matière de données publiées, parce que de temps en temps, le range de données publiées est un peu limité,
ce qui n'est pas forcément évident pour en faire une thématique à part entière. Ceci étant, il y a des sociétés de gestion qui s'y essayent et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'elles réfléchissent la thématique et comment est-ce qu'elles mettent en place des fonds et construisent les portefeuilles sous-jacents. Mais ceci étant dit, en dehors des thématiques, il y a d'autres moyens pour une société de gestion d'essayer de générer de l'impact et de mesurer cet impact. C'est moins lié au fonds en tant que tel, mais plus au niveau de la société de gestion, en mettant en place, et c'est ce que Julien mettait en avant dans son introduction, des politiques de vote et des politiques d'engagement. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet de donner une logique à toute la filière gestion d'actifs de sa société de gestion. Et c'est des choses qui sont très intéressantes à regarder. Merci Fanny. L'engagement, justement, Annick, on sait que c'est simple de faire un engagement lorsqu'on gère des dizaines, voire des centaines de milliards. Rappelons que on gère aujourd'hui environ 13 milliards. Comment est-ce que toi, tu procèdes pour nous engager? Oui, effectivement, Charles-Antoine. Donc, nous sommes en train de trouver notre place entre les acteurs majeurs de la place financière, qui, d'un côté, comme tu le dis, gèrent des dizaines de milliards d'euros, mais aussi de l'autre côté, les spécialistes, donc ceux qui, depuis des années, opèrent dans l'ESG. En gros, donc, il existe deux avenues pour pratiquer l'engagement. C'est d'un côté l'individuel et de l'autre ce qu'on appelle l'engagement collaboratif. Donc, jusqu'à présent, BLI s'est vraiment focalisé sur l'individuel, c'est-à-dire l'entrée en contact par mail ou par des appels, ou encore lors de conférences, par exemple, avec les entreprises investies. Ceci est fait, par exemple, pour échanger non seulement sur leur façon de gérer les risques, ESG, mais aussi comment ils saisissent les opportunités liées au développement durable. Donc, au cours de l'année, BLI est entré en dialogue avec 17 entreprises pour discuter des conditions de travail, la préservation des ressources naturelles, mais aussi les bonnes pratiques au conseil d'administration. Donc, peut-être pour dire un mot sur l'engagement collaboratif, il s'agit là... Vous m'entendez encore? Oui. C'est bon, oui, t'es revenu. Oui, c'est bon. Donc, c'est une façon de coopérer et de mener un dialogue ensemble avec d'autres investisseurs. Et ceci reste encore une piste de développement pour BLI. Donc, je pense que c'est important à savoir et de le redire que la stratégie d'engagement, elle n'est pas déconnectée de l'analyse, mais qu'elle fait partie intégrante effectivement des autres étapes du processus d'investissement. Donc, pour conclure, oui, il n'y a pas de solution miracle pour pratiquer l'engagement. Les circonstances changent non seulement d'une entreprise à l'autre, mais aussi dans le temps. Néanmoins, nous estimons que nos efforts comptent, comme le changement positif est provoqué par une masse critique. Donc, nous allons continuer nos efforts. Ça va rester un défi majeur pour BLI. Et de l'autre côté, il faut aussi dire que c'est l'un des onglets les plus intéressants de notre travail en tant que stratégiste ISR. Merci Annick. Donc nous avons donc vu que quelle que soit la classe active, donc que ça soit actions, obligations ou même plus largement les fonds d'investissement, ça va vite. Les défis sont nombreux. Ivan, si on revient sur la gestion equity, à ton niveau, quels sont les défis qui te semblent actuellement les plus importants? Oui, par rapport à notre activité d'analyste gérant, on peut mettre en avant que à l'heure actuelle, dans la communication des entreprises, dans les différentes études et rapports de recherche divers et variés auxquels on a accès, on retrouve une multitude d'informations, de données qui se rapportent à l'ISR. Elles sont souvent juxtaposées les unes aux autres, sans réellement nous permettre de correctement comparer les entreprises au sein d'un échantillon de société, sans réellement comprendre comment elles s'intègrent à l'aspect financier de l'entreprise ou leur impact éventuel sur la création de valeur de l'entreprise, alors que ceci est de plus en plus mis en avant par diverses institutions. Donc, on pourrait soulever ici deux défis. Trouver un cadre pour normaliser, standardiser les informations ISR pour en avoir une meilleure compréhension et pour pouvoir effectuer des comparaisons plus aisément entre les entreprises. Il faut bien souligner qu'aujourd'hui, les comparaisons sont délicates. Les conclusions peuvent diverger sensiblement
en fonction de la méthodologie retenue et que bien souvent des conclusions sont tirées sur base d'une photo actuelle de la société et non pas des efforts fournis par l'entreprise. Et ensuite, s'il fallait le préciser, un deuxième défi serait peut-être, comme je le mentionnais par rapport à la création de valeur, définir un cadre qui permette de mieux comprendre comment ces informations extra-financières s'articulent avec la stratégie de l'entreprise et comment mesurer l'impact réel sur la création de valeur de la société dans le temps. Merci, Ivan. Jean-Philippe, même question de ton côté en gestion obligataire, s'il y a un défi actuellement? Bien, le défi, je pourrais le résumer dans un schéma. On peut considérer, imaginer effectivement une chaîne d'activité qui, à un bout, effectivement, voit un micro-entrepreneur, une femme maraîchère en Indonésie, qui a un besoin récurrent de $150 pour s'outiller, pour s'équiper et réaliser sa production. Et à l'autre bout de cette même chaîne, nous avons le détenteur de capital en Europe, désireux de participer à cette création de valeur, de quelque part contribuer à l'amélioration des conditions pour cette femme maraîchère. Et tout ce qu'il y a entre cette femme maraîchère et le détenteur de capital constitue quelque part l'enjeu réel, effectivement, qu'il nous faut résoudre dans le temps, dans la durée, à savoir comment rendre éligible pour des véhicules d'investissement auxquels souscriraient ces détenteurs de capitaux au travers d'instruments financiers classiques ou pas, comment effectivement répondre aux contraintes imposées par la réglementation, MIFID 2 en l'occurrence, qui complique plus qu'autre chose la commercialisation quelque part de produits auprès d'une clientèle un peu plus large, comment effectivement arriver aussi quelque part à intéresser ceux qui ne le sont pas encore, à conscientiser ceux qui ne le sont pas encore à ces enjeux de développement durable, car c'est important, on le voit, l'actualité nous le démontre depuis plusieurs années maintenant, comment intégrer la notion d'impact en plus de la notion de rendement dans quelque part la conception d'investissement que nous avons aujourd'hui en Occident. Donc l'enjeu est clairement celui-là, comment relier ces deux mondes pour un meilleur, je dirais, développement dans la durée. Alors Fanny, même question avec ton regard de senior, quel défi te semble majeur aujourd'hui? Je résumerai en disant page 32 du journal français Les Échos aujourd'hui. Je vais me permettre de lire le titre qui en fait est les 7 péchés capitaux de l'investissement responsable et le sous-titre qui dit un label ISR ou des critères ESG ne suffisent pas à laver plus blanc que blanc. Et donc évidemment, sans vouloir paraître grandiloquente, je pense que l'industrie des fonds a une responsabilité collective qui consiste à ne pas décevoir le client final en fait. Parce qu'on sent bien que le client final est très positif vis-à-vis de l'investissement socialement responsable, mais il est aussi extrêmement circonspect, très méfiant. Et autant les clients institutionnels se sont déjà appropriés les tenants et aboutissants de l'ISR, ils ont même été très proactifs d'ailleurs sur ces sujets, autant le client final doit encore être convaincu, et ce n'est pas une mince affaire. Et donc, c'est important d'expliquer que la dynamique est là, que ce n'est pas un faux départ. On a pu avoir des faux départs à l'époque où tout le monde devenait fan des éoliennes et des panneaux solaires, et puis finalement, toutes nos entreprises, enfin, je forcille le trait évidemment, mais toutes nos entreprises européennes ont fait faillite quand les entreprises chinoises se sont mises à faire des panneaux solaires. Là, c'est bon, ça y est, on est sur a priori une tendance séculaire. Mais en même temps, c'est pas figé, c'est vraiment en train d'évoluer, et donc notre industrie apprend en marchant, et donc peut-être que tout ça doit encore être bien compris par nos clients finaux, et comme le dit Jean-Philippe, il faut qu'on les convainque que ça vaut vraiment la peine, que même si de temps en temps des erreurs sont commises, on est sur la bonne trajectoire. Et puis je mettrai en avant aussi le fait que, bien sûr, je comprends que de temps en temps, il y a de très belles histoires à raconter sur certaines thématiques.
Mais en même temps, il faut bien expliquer aux clients que, OK, enfin, la belle histoire est là, mais que derrière, c'est des entreprises et que ces entreprises doivent continuer à être analysées de manière financière, fondamentale, et que ça reste absolument clé dans l'idée de générer un rendement satisfaisant. Bien sûr. Donc, si je résume, donc la machine est bien lancée. On voit que dans toutes les classes d'actifs, c'est plus qu'une thématique aujourd'hui. Julien, si on prend un petit peu de hauteur et de recul, toi, d'un point de vue stratégiste, est-ce que tu vois quelques défis et quels sont les objectifs de développement pour nous, BLI, dans un futur plus ou moins proche? Bah, je le vois de la même façon que mes collègues. À court et à moyen terme, un des plus grands défis est la qualité et la disponibilité des données. Et il doit y avoir un effort de standardisation du reporting et par conséquent des données ESG et aussi de notre reporting en tant que société de gestion. Un autre grand défi que je vois, et surtout pour une entreprise de notre taille, seront comme toujours les nouvelles réglementations qui vont tomber en mars, donc la Sustainable Finance Disclosure Regulation et la taxonomie européenne en fin d'année. Mais en même temps, ces deux réglementations peuvent aider à améliorer la situation des données. Donc, on verra. Au niveau BLI, comme Annick l'a déjà mentionné, nous avons prévu de renforcer encore nos efforts d'engagement. Nous allons étudier les différentes alternatives qui se présentent en termes d'engagement collaboratif et surtout, on va aussi encore continuer notre effort ou notre essai à quantifier notre impact de manière pertinente et objective. Et finalement, un des plus grands défis pour tous les acteurs dans notre industrie est de se tenir informés. L'investissement durable et responsable est en constante évolution et nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers, mais il faut absolument rester proactif. Merci, Julien. Ce que je vous propose, c'est de passer à la session de questions-réponses. Donc là, si je synthétise, on a deux grands thèmes qui ressortent. Donc l'engagement. Quelqu'un voudrait savoir, Annick, si tu peux nous donner un exemple d'engagement récent auquel tu as pu participer. Oui, donc un exemple plus récent, c'était par exemple avec Lindt, donc un chocolatier suisse, qui nous semblait avoir une approche plus réfléchie et plus approfondie en ce qui concerne leurs approvisionnements durables et donc tout ce qui va avec. On sait souvent, il y a des controverses liées au travail des enfants, par exemple, et là, on a pu échanger ce qui était très intéressant directement avec le responsable des projets en Afrique, par exemple. Donc, c'est lui qui essaie de créer des opportunités sur place et de contribuer ainsi à réduire le risque du travail des enfants, mais aussi pour vraiment encourager donc les agriculteurs, par exemple, d'être plus efficaces, plus efficients, avoir accès au financement, diversifier leurs revenus et vraiment créer une boucle fermée. Et donc, c'était vraiment très intéressant d'échanger avec eux et de savoir comment ils s'y prennent ensemble avec d'autres partenariats et des NGO. D'accord. Merci. Un des thèmes qu'on n'a pas abordé, les labels. C'est une question. Vous avez le label ISR pour le fonds, le BL Sustainable Horizon. Est-ce qu'il y a des projets en cours? Oui, Julien, Ivan? effectivement, pour le moment, oui, on m'entend? Oui. Effectivement, pour le moment, il y a deux candidatures en cours auprès du label ISR français. Mais oui, on attend maintenant leur décision. D'accord. C'est tout ce que je vais Inc- te dire maintenant. Incessamment sous peu. Julien, une dernière question.
Sur un point de vue data, on a vu que c'était un sujet pour toutes les classes d'actifs, obligations, actions, les fonds d'investissement. Plusieurs bases de données sont disponibles. On connaît Vigeo, MSCI, Sustainalytics. Comment est-ce que tu as pu choisir, enfin, voilà, choisir tel ou tel outil et synthétiser tes avantages et les inconvénients de ce que nous avons trouvé? Ben, ça faisait partie de notre travail en 2017. Donc, tout au début, on a signé les UNPRI et on s'est mis à chercher un fournisseur de données extra-financières parce que son fournisseur de données, une entreprise de notre taille, serait un peu perdu. On n'est pas un des grands acteurs qui peut s'acheter une équipe de data analysts de 20 personnes. Donc, on a fait une grande analyse des fournisseurs euh, bah, qui, qui, qui étaient, bah, qui ont offert leur service. Donc, ça, c'était dans le temps, c'était Sustainalytics, Vigeo, Reprisk et MSCI. Et finalement, on a pris celui qui nous semblait le plus approprié avec ce qu'on a cherché. Donc, une approche surtout à ce point concentrée sur le risque et avec une grande couverture de beaucoup de titres et bien sûr aussi qui nous a fait une offre très intéressante. Mais bon, je pense que ça joue toujours un rôle. Mais finalement, on travaille depuis 3 ans avec notre fournisseur. On connaît maintenant très bien la méthodologie et ça marche très bien. Sinon, on n'aurait pas décidé d'intégrer un facteur fourni par ce fournisseur dans notre processus de valorisation. Merci Julien. Si on n'a plus de questions, donc, je vais conclure. À tous d'avoir participé. De toute façon, on reste forcément à votre disposition pour toute question ou tout renseignement complémentaire sur tel ou tel fonds, sur telle ou telle expertise ou même sur les process en tant que tels. Donc, il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, malgré le contexte qui s'avère un peu particulier en France, en Belgique ou au Luxembourg. Donc, voilà. Et puis, je vous dis au plaisir de vous revoir l'année prochaine et on l'espère physiquement. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.